sur MyMobile 200. Quand elle est plate et qu'elle va commencer à reprendre la pente, la probabilité est très très forte pour que vous ayez une dernière. Donc, c'est-à-dire que les prix commencent à partir vers le haut, souvent de façon explosive. Il va y avoir un pullback. Et le pullback va aller chercher, va en tout cas essayer de se rapprocher de la moyenne de 200. Ce qui veut dire quoi? C'est-à-dire que concrètement, vous allez avoir des prix qui vont être corrects. Donc, c'est normal. On ne peut pas changer la psychologie, là, notamment sur les 200 jours. Vous ne pouvez pas avoir tous les investisseurs et les traders les plus malins, les plus intelligents de la planète qui disent du jour au lendemain c'était baissier, c'est génial. Non, c'est impossible. Donc les forces de rappel, elles sont importantes. Et si vous dites, bah ouais, j'ai bien compris que l'or commence à se mettre en bull market, vous avez toujours cette possibilité de revenir quand vous allez avoir donc, une cassure comme ça, la 200, et de revenir en achetant sur le pullback. D'ailleurs, c'est ce qu'on recommande, nous, à la FAT. Vous avez deux façons de faire des investissements ou du trading. Soit vous jouez sur les cassures, donc sur les breakouts, ou sur le pullback, sur le retour. Donc, soit vous jouez, par exemple, ici, vous dites, bah, si on fait un nouveau plus haut à 5700 et qu'on ne descend pas beaucoup plus bas, j'achète, et vous achetez. Ou sinon, vous dites, bah, je vais aller chercher la 200. Et donc ici, bah, là, vous avez ce plongeon violent, et vous pouvez l'acheter à 5380. Là, c'est facile parce qu'on est en train de regarder, on fait une photo. On parlait sur les franchissements de résistance. Ça, c'est quelque chose qui est en général superbe en termes de trading. Quand vous franchissez une résistance, ce qui se passe assez souvent, vous revenez la tester et après vous repartez. C'est super parce que déjà, s'il y a eu un test, il y a eu à nouveau bagarre, il y a eu à nouveau discussion. Et la deuxième chose qui est super, c'est que ça vous donne un niveau de stop qui est généralement beaucoup plus proche que le niveau de stop que vous auriez eu précédemment en rentrant avant. Certains rentrent avant le franchissement. Mais par contre, le niveau de stop, il est plus éloigné. Quand vous franchissez la résistance, vous revenez la tester et que vous repartez, ça c'est super. Parce que là, comment dire, le retest évite les risques de fausses sorties et donne un très bon stop en général. Moi j'adore ça à titre personnel et je fonctionne souvent, franchissement, test et là je repars. Alors, je prends 15-20 minutes pour voir ce qui se passe sur les 10 dernières séances. Sur la plupart des indices qu'on a vus, pour être plus dans une logique dynamique et voir un petit peu comment nous on fonctionne quand on est analyste technique. Donc là, je vais juste m'asseoir. Le graphe, à la rigueur, ça c'est pas très important, c'est ce qu'on appelle Ishimoku. Vous pouvez vous concentrer juste sur les chandeliers, les bougies. Vous avez la même information que ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai juste mis en jaune encore à nouveau, en petit pointillé, la moyenne mobile 200. Donc quand on fait l'analyse technique, alors généralement on regarde justement sur plusieurs unités de temps. Là je vais commencer donc par la France. Vous voyez, là c'est la photo au 31 décembre, c'est la verticale. Et on voit ce qui se passe. Donc on a fait des nouveaux plus hauts sur le CAC 40. Donc la tendance reste haussière avec, et là qu'est-ce qu'on voit d'intéressant? Vous voyez cette longue mèche en fait qui correspond au stress qu'on a eu sur l'Iran dans ce début d'année. Donc qu'est-ce qui se passe? On a cette nouvelle à 8h du matin, donc tous les futurs plongent, on perd quasiment 2% overnight. Et à partir de ce moment, à 8h01, c'était un petit peu le même phénomène que disait Georges Castel sur le baril, mais de façon beaucoup plus modérée, bien entendu. Vous avez ce qu'on appelle une mèche, et vous voyez l'agressivité des acheteurs pour faire remonter le cours du CAC 40. Donc on était descendu à 5009 à 8h. Je crois qu'à 8h01, on était déjà à 5930. À 9h, on était déjà quasiment à 5970, 5980. Les 6000 ont été franchis dans la foulée. Et on a fait un nouveau plus haut historique. Il y a on est lundi, donc c'était mercredi ou jeudi la semaine dernière. Jeudi à 6078. Alors, ce qui est intéressant, là on est en live.
Et en fait, le timing est parfait. Je ne sais pas si on a fait exprès de choisir le 13 janvier pour faire cette conférence. Mais il vaut mieux la faire au début d'année, effectivement. Mais même le 13, en fait, Ouais. la photo est sympa, entre guillemets, puisque à partir de demain, on a les publications américaines. Et là, ça va bouger. Ça va bouger, soit à la hausse, soit à la baisse, on verra bien, mais en tout cas, ça va être volatile, très volatile. On a déjà eu cette petite volatilité avec le mini-phénomène de l'Iran, qui a été vite désamorcé. On passe à autre chose. C'est ce que disait Georges Castel. On passe, voilà, l'information intégrée, c'est pas la Troisième Guerre mondiale, business as usual. Je simplifie, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, je vais défiler les différents indices. Alors, le DAX, vous voyez, a été un peu plus volatile, et un petit peu de façon corrélée, mais il a tenu un peu plus que le CAC, puisqu'il a refait des nouveaux plus hauts encore ce vendredi. Et on voit qu'on commence à rentrer dans une période d'hésitation. Alors, quand vous faites l'analyse technique, la première chose que vous regardez, c'est un petit peu comment se constituent les bougies. Plus les bougies sont longues et sans mèche, c'est-à-dire ces petits traits, plus vous avez de la puissance haussière. D'accord ? Plus ça se rétrécit, plus on commence à entrer dans l'indécision. Et là, vous remarquez que la photo du DAX, donc aujourd'hui, au 13, on est dans une très très forte indécision, qui est de façon un petit peu corrélée aux publications américaines qui débutent. Il faut savoir que l'accélération sur les publications américaines va se faire vraiment à partir de la semaine prochaine. Là, on est vraiment... ça va être d'une part les banques, et puis après, on va enchaîner sur les valeurs technologiques. Aujourd'hui, les niveaux qu'on a sur les US, là sur le Nasdaq, considèrent que les publications sont excellentes. En tout cas, celles qui vont arriver vont être très bonnes. Surtout, ce qui est très inquiétant, et c'est pour ça qu'il y a ces mouvements comme ça erratiques, c'est le niveau des volatilités qui sont très basses actuellement, et notamment sur les devises et l'eurodoll, 5%. Sur les actions, ça Le VIX, oui, alors, on peut regarder. Oui, c'est à 12,50. 12,50, voilà. On va le regarder en live. On verra tout à l'heure. C'est très très faible. Donc ça ne va pas durer que. Il va y avoir un mouvement. Et vous remarquerez, les étudiants, Ce soir, on a que 12,60. ce que vient de dire Claude Machineau, et finalement, Christophe. c'est pas tant le sens, mais finalement, c'est le mouvement. Exactement. Notre métier, c'est détecter les mouvements. Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça continue à bouger ou ça va s'arrêter de bouger? Combien de temps? C'est toujours le timing du mouvement, du swing, comme on dit dans... D'ailleurs, il y a des méthodes de swing trading aussi, enfin, je ne peux pas vous... Oui. Alors, excusez-moi, je continue parce qu'on Oui, mais on a peu de temps. Le S&P, vous voyez là, refait quasiment un plus haut historique. Donc là, on l'a frôlé en fait, puisqu'on se retrouve sur les niveaux de jeudi, un peu comme le CAC 40 finalement. Alors que le Nasdaq, au moment où je vous parle, est en train de franchir encore des nouveaux plus hauts historiques. On le voit clairement sur ce bar. Le Russell 2000, alors celui-là, c'est un des indices qu'il faudra regarder tout au long de l'année, puisque en fait, le Russell 2000 est un des rares indices américains qui ne fait pas de plus haut historique. Les plus hauts historiques ont été faits donc, en 2018, au mois d'août, où on était à 1745. Je ne sais pas si vous voyez. Donc le Russell 2000 a plongé un peu plus violemment que les indices larges, type Nasdaq. Et depuis, il a du mal à revenir sur ses plus. Alors, oui, juste pour préciser deux choses. Il va expliquer ce que c'est que le Russell 2000. Le Russell 2000, c'est l'indice des 2000 sociétés qui viennent derrière les sociétés du S&P 500. Alors, comme disait Christophe tout à l'heure, on dit que c'est des petites valeurs américaines, mais c'est quand même des détails de TI européennes dans la majorité d'entre elles. Alors, pourquoi le Russell 2000 est en retard par rapport au S&P? La première, c'est qu'à l'intérieur, il y a pas mal de valeurs technologiques qui sont des valeurs de croissance, et ce sont des valeurs qui distribuent peu. Donc il n'y a pas de dividendes. Donc déjà,
il n'y a pas de ce phénomène un petit peu value dont on va parler tout à l'heure, que les gens recherchent, surtout quand les taux sont bas. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a moins de publications, moins d'obligations de publication au niveau de ces entreprises, donc peut-être une plus forte volatilité et moins de connaissances. Donc les flux d'argent, les flux des fonds vont majoritairement sur le Nasdaq et sur le S&P 500. Ce qui explique le retard qui est pratiquement tout le temps, ce qui est vrai aussi en Europe, hein, les small caps. Bah, justement, je vais le montrer. Ah ben d'accord, ok, je savais pas. Voilà, Sur c'est les- la raison. On va regarder en fait donc le Russell 2000. Je vous conseille de le regarder très attentivement, puisqu'il a souvent été en avance en fait, même sur les corrections du mois d'août. Vous voyez qu'il commence à déjà être un petit peu à baisser de 30, alors que de mémoire, je crois que c'est sur c'est le 2 sur le Nasdaq. Donc il a 2 séances d'avance. Mais c'est pas neutre, hein. C'est une éternité. Hein. Donc là, on voit que le Russell 2000, en tout cas en ce début d'année, ne fait pas de nouveau plus haut annuel. Puisqu'on est, de toute façon, il nous reste encore 7 à 8% pour arriver sur les anciens plus hauts historiques, donc comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Mais en plus, on ne fait pas de nouveau plus annuel sur ce début d'année. Ça, c'est très très intéressant. C'est ce type d'information en fait, qu'on recherche quand on fait de l'analyse technique, même en tant qu'investisseur ou trader, puisque c'est en voyant ce qui se passe un petit peu sur ce qui est le moins regardé, notamment les small caps, on peut avoir des signaux de retournement. Alors, là, on n'a pas le temps de regarder ça, mais il faut savoir par exemple qu'en 2007, le CAC 40 a fait de nouveaux plus hauts en décembre 2007, alors que, je vous rappelle, la crise subprime a commencé gentiment durant l'été 2007. Alors, on n'avait que les prémices. Hein, mais 9 août 2007. voilà. On avait déjà l'information, on savait 9 août 2007. qu'il y avait des choses qui n'allaient pas très bien. On a eu les premières crises bancaires à partir d'août, de défiance hein, entre les banques. Donc il y avait déjà des soucis. Ben, néanmoins, nonobstant le fondamental, le CAC 40 a fait ses plus hauts, donc je crois que c'était sur 10 ans, donc en décembre 2007, alors que ça faisait depuis déjà 4 mois que les small caps françaises étaient déjà entrées en bear market. Donc en fait, pour ceux qui font un petit peu qui ont suivi la gestion de portefeuille, tous les gérants qui avaient en 2007, qui avaient l'habitude d'avoir un petit biais small cap pour un petit peu diversifier leur portefeuille de 80-100 valeurs, sont retrouvés avec des pertes très très importantes qui sont accélérées en 2008, bien entendu. Donc les small caps, il faut toujours regarder. Donc je vous montre le CAC Small. Alors vous voyez que le CAC Small, aujourd'hui, donc, a tenté de se revenir sur ses plus hauts du 31 décembre, puisqu'on a eu cette dernière vague de hausse. Mais le CAC Small est toujours en retard. On le voit en fait. C'est en plus marqué, bien entendu, que le Russell 2000, puisque le Russell 2000 est à 7% de ses plus hauts, alors que vous voyez qu'en fait, les small caps, elles sont très très en retard. On était à plus de 14 000 en début 2018, et là on revient à 11 000. Donc on a quand même une décote de plus de 25%. Il y a peut-être en 2019 aussi la gamelle des bibliothèques. Il y a la gamelle des bibliothèques. De manière générale,